Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session de webinaire aujourd'hui avec Penny Lane et Yelodit. N'hésitez pas, en attendant les retardataires comme d'habitude, à vous familiariser avec le chat. Donc, vous pouvez dérouler le menu à droite et poser des questions dans le bloc qui s'appelle questions. Donc, ce sera très facile à prendre en main une fois que vous serez habitué. Donc, en attendant les retardataires, vous pouvez nous dire pourquoi vous participez à ce webinaire, si vous avez déjà des questions spécifiques pour nos intervenants ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités dans les prochains webinaires au cours des prochaines sessions. En tout cas, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je commence à voir vos réponses dans le chat. Bonjour Sonia. Oui, on a des habitués aux sessions de webinaire qui se connectent. Bonjour Bastien. Oui, exactement. Nous, ça va très bien. On commence dans 2 minutes. Bonjour Nicolas. Oui, tout sera disponible en replay. Merci pour ta question, Sonia. Ce sera juste disponible dans quelques semaines, le temps que nos départements légaux, les Pierre, aient le temps de regarder la vidéo et de la valider. Alors, Valentin qui nous donne une réponse un peu plus longue. Merci pour ce webinaire. Personnellement, j'ai dans l'idée d'ouvrir un établissement dans la restauration rapide. Super. J'espère qu'on pourra te donner des conseils pour gérer tes finances. Nicolas, oui, on sait que tu vends du vin. Tu étais présent au webinaire d'hier. Super. On commence dans une petite minute. On a aussi Elsa qui vend sur Amazon, qui est e-commerçante, qui aimerait savoir gérer ses finances. Super. Donc, je vais laisser la parole à nos deux intervenants d'aujourd'hui qu'on est ravis d'avoir avec nous. Et n'hésitez pas à continuer d'interagir dans le chat avec moi en attendant. Ok. Je te laisse la parole, peut-être Valentin, Benoît. Ouais. Ouais. Vas-y Valentin, peut-être, après je prends la main. Ouais, alors, bonjour à tous. Juste pour me présenter très rapidement, donc, je travaille pour Penny Lane et en 2 mots, notre but c'est d'aider des dirigeants d'entreprise à piloter plus efficacement leur cash, leur trésorerie et donc prendre les bonnes décisions avec la bonne donnée. Ok, bonjour à Voilà, en tous. une phrase. Donc moi c'est Benoît, moi je suis le dirigeant de Yellowdit, c'est une structure d'expertise comptable que je vais vous présenter un peu après en quelques mots. Et donc un de mes enjeux, c'est accompagner mes clients également sur la gestion de trésorerie, sachant qu'on a plutôt un portefeuille de PME, TPE, donc plutôt des petites structures pour lesquelles la gestion du cash est un enjeu assez important. Donc, si on vous partage un peu les objectifs qu'on a essayé de mettre dans ce webinaire, pour nous, il y a trois temps essentiellement qu'on va partager. Le premier élément, c'est essayer de reposer différentes notions de trésorerie. Alors, spontanément, ça parle pas beaucoup, mais c'est essayer de vous expliquer qu'il n'y a pas que de la notion de cash d'exploitation, donc ce que vous encaissez, ce que vous décaissez de façon régulière au cours de votre business classique. Il y a aussi des notions un peu plus compliquées et qui ont des impacts forts ou qui peuvent avoir des impacts forts sur cette gestion de trésorerie. Le deuxième temps, ce sera vous donner quelques tips, quelques bonnes pratiques qu'on considère être des bonnes pratiques et essayer de vous partager, vous expliquer pourquoi ça nous semble des bonnes pratiques. Et puis après, je repasserai la main à Valentin qui vous fera une présentation un peu de Penny Lane. Pourquoi? Parce qu'on considère aujourd'hui, nous, que Penny Lane est un outil qui répond à cet enjeu de gestion du cash et je suis sûr qu'il saura vous convaincre de ce sujet. Alors, n'hésitez pas, on fera des petites pauses questions, enfin des temps questions à la fin un peu de chaque partie. Désolé d'avance si on jargonne un petit peu, si on est trop rapide sur certaines notions, mais on restera quoi qu'il arrive de manière à votre disposition. Alors, soit dans le jeu des questions-réponses, soit derrière, vous aurez nos coordonnées. Donc, s'il y a besoin de préciser des éléments ou en tout cas d'avoir des échanges en one-to-one, il n'y a évidemment pas de difficulté là-dessus. Alors, en 2 mots, je fais un peu ma pub, mais ce sera rapide. Yellowdit, c'est une structure d'expertise comptable. On est une structure à taille humaine, donc on est 5 dans la structure. Encore, le portefeuille, c'est vraiment de la petite entreprise. On intervient à la fois sur une notion d'expertise comptable et puis de commissariat au compte. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et on a la chance d'être partenaire Penny Lane. Donc, ça veut dire qu'on utilise Penny Lane à la fois
pour la gestion de notre cabinet et aussi en tant que logiciel expert, parce que, enfin, Valentin en reparlera, mais Penny Lane apporte une vision assez intéressante de l'échange de données comptables, comment on peut utiliser la donnée comptable à la fois pour nous en tant qu'experts comptables, mais pour vous aussi en tant qu'utilisateur. Et je dis qu'on est breton parce qu'en fait, on est positionné à Nantes. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ce webinaire Cash is King? Alors, je fais des blagues des fois qui sont bon. Vous les commenterez éventuellement. Je dis difficile de niaiser, c'est aujourd'hui, il faut bien que vous ayez en tête qu'il y a pas mal d'entreprises. Il peut y avoir des entreprises aujourd'hui qui, même s'ils ont une exploitation qui fonctionne bien, donc ça veut dire qu'elles ont trouvé leur marché, elles ont des clients, pour différentes raisons, en fait, elles vont se planter ou elles vont aller en liquidation. Et il y a une des raisons principales, notamment pour des petites entreprises, c'est elles gèrent mal leur cash. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai peut-être pas facturé à temps. Je peux faire de relance client. En tout cas, j'ai pas une rigueur qui fait que j'arrive à encaisser assez rapidement ma trésorerie, et ça peut rapidement tendre et compromettre en fait la gestion de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, enfin, tout le monde le sait, et donc on peut pas passer à travers. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est bien d'assister sur ces sujets-là et vous sensibiliser à ces sujets-là. Mais a priori, si vous êtes là, c'est que vous partagez en partie ce sujet. Et ce qu'on rajoute là sur ce transparent-là, alors on appelle ça le cash management, mais c'est de dire aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent de passer d'un sujet un peu manuel, où on peut le faire des fois sur du tableau Excel ou même en version papier. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont gratuits, souvent gratuits, et qui permettent très rapidement de connecter des comptes bancaires, vos comptes bancaires à ces outils-là, et d'avoir une vision de trésorerie qui est quand même assez fine. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'une certaine façon, il n'y a pas vraiment d'excuse pour dire voilà, la trésorerie c'est compliqué, je ne sais pas gérer ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps. Objectivement, il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent d'arriver à cet objectif-là. Alors après, à vous de trouver le bon outil et la bonne organisation, mais on est assez persuadé quand même qu'aujourd'hui, c'est assez facile de pouvoir gérer son cash. Alors, si on passe sur une partie peut-être la moins sympa, c'est un peu la partie très théorique, on va dire, un petit peu théorique. L'idée, c'est d'essayer de vous sensibiliser à ces trois notions de trésorerie, parce que globalement, il y a trois notions de trésorerie quand on gère une entreprise. Il y a une notion d'exploitation, trésorerie d'exploitation. Il y a une notion de trésorerie de financement qui est liée à la partie financement, on va les développer après, et puis une notion d'investissement. Et c'est la réalité de ces trois flux de trésorerie, ce qu'on appelle les flux de trésorerie, qui fait qu'à la fin du mois ou à la fin d'une journée, vous avez de la trésorerie, vous n'avez pas de trésorerie. Si on va un petit peu dans le détail, donc le premier élément, c'est ce qu'on appelle la trésorerie d'exploitation. Donc là, globalement, il y a deux notions qu'il faut intégrer. Le premier élément, c'est la notion de résultat, donc résultat comptable. Donc, est-ce que chaque année, chaque mois, je gagne de l'argent par mon business? Et puis, il y a un deuxième élément que vous devez connaître, qui est un terme un peu barbare, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement impactant dans les entreprises, on va le définir après, mais en gros, c'est les décalages que vous avez entre je facture à mon client et je suis payé, et inversement, on me facture, donc je reçois une facture fournisseur et je la paye. Et donc, suivant un peu la réalité de votre business ou la typologie de votre business, il y a des business qui sont très facilement en BFR positif, donc ça veut dire que vous gagnez de l'argent un peu sur le dos de vos clients et fournisseurs, ou inversement, c'est le cas inverse. Alors, si je prends deux exemples peut-être pour illustrer, si vous faites de l'e-commerce assez classique, spontanément, quand vos clients vont passer commande auprès de vous, ils vont payer directement leur prestation ou l'achat qu'ils vont avoir. Donc, vous allez encaisser, avant même d'avoir adressé le bien ou le service que vous allez faire, vous allez déjà encaisser la prestation que vous allez avoir. Donc ça, spontanément, c'est quelque chose de très positif parce que vous encaissez rapidement vos clients et donc après, vous avez de la trésorerie d'avance. À l'inverse, si vous faites par exemple de la prestation de conseil, et notamment par exemple avec des grands groupes, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez délivrer votre prestation et en fait, vous allez être payé avec 3 mois, 6 mois de retard parce que ils ont des pratiques, et vos clients ont des pratiques qui sont un peu longues. Donc ça dépend évidemment de l'activité que vous avez, mais c'est cette notion de BFR sur laquelle on va revenir un petit peu. Si on revient donc sur le premier agrégat dans la trésorerie d'exploitation, on parle de résultat comptable. Donc résultat comptable, j'imagine que vous l'avez tous à peu près en tête, mais globalement, c'est l'addition de ce que je vends, donc les ventes, donc tout ce qui est votre chiffre d'affaires, la notion de sales,
moins l'ensemble des charges que vous allez engager pour produire et pour réaliser ces sales. Donc généralement, vous allez avoir potentiellement des salaires, vous allez avoir quelques coûts fixes, donc ça peut être des bureaux, ça peut être des abonnements à des serveurs, ça peut être éventuellement des frais de déplacement pour aller commercialiser. C'est l'ensemble des éléments, donc des charges que vous allez engager pour produire, pour réaliser votre business. Et donc là, on a ce qu'on appelle un résultat comptable. Et derrière, derrière ce résultat comptable, vous allez avoir cette notion de BFR, de dire, vous pouvez avoir une position qui est positive en termes de résultat comptable, donc gagner de l'argent, être bénéficiaire, mais pour autant, si votre client ne vous paye pas, vous pouvez avoir en fait une impasse de trésorerie. C'est-à-dire, supposons, on va prendre des exemples, hein, vous facturez 100 000 euros de prestations ou de ventes dans une année, vous avez 80 000 euros de charges, votre résultat comptable, ça va être 20 000 euros. Donc, logiquement, à la fin de l'année, vous devriez avoir 20 000 euros sur votre compte en banque. Sauf que si les 100 000 euros, vous les avez vendus, par exemple, manque de bol à SFR, et on n'a rien contre SFR, mais SFR, ils sont réputés pour payer avec des délais de paiement qui sont très très longs. Potentiellement, en fin d'année, vous n'aurez pas 20 000 euros sur votre compte en banque, mais vous aurez peut-être moins 20 000, moins 30 000 parce que vous aurez payé l'ensemble de vos charges et vous n'aurez pas encore encaissé la prestation que vous avez vendue à SFR. Et donc ça, cet élément, c'est vraiment un élément qui est hyper important parce que vous avez systématiquement des décalages de trésorerie dans votre business. Je vais en pointer deux autres qui sont aussi des décalages qui sont assez souvent. C'est les notions de TVA. La notion de TVA, vous savez que quand vous vendez classiquement, vous avez à peu près 20% de TVA. Donc, vous allez vendre, si votre prestation, vous la vendez 100 euros, vous allez vendre 120 euros, donc vous allez encaisser 120 euros, et sur ces 120 euros, il y a 100 euros qui vont rester pour votre entreprise, et il y a 20 euros que vous devez reverser à l'État. Et quand on est souvent en démarrage d'entreprise ou en démarrage, vous pouvez en fait avoir des délais de versement, je ne vais pas rentrer dans trop technique, mais en fait qui vont être un peu décalés dans le temps. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où, à l'inverse, vous allez avoir en fait un matelas de trésorerie qui est assez important, mais sauf que vous le savez, mais sans le savoir, mais en fait, vous allez devoir décaisser en M+2, M+3 un montant important de TVA. Et ça, si vous ne l'avez pas anticipé, vous pouvez vous retrouver dans une position où, en fait, vous allez être en impasse de trésorerie à un moment donné. Autre élément aussi qui est un classique, entre parenthèses un classique, c'est si vous créez votre entreprise, ce qu'on appelle en SARL, vous êtes travailleur non salarié, vous avez un statut de travailleur non salarié, et là vous avez ce qu'on appelle un SSI, donc des cotisations sociales que vous devez verser. Et là également, ces cotisations sociales, en année de lancement, quand vous êtes en année de lancement, c'est des cotisations qui sont forfaitaires. Donc on vous appelle un montant forfaitaire, qui est souvent très bas, et c'est simplement en fin d'année qu'ils font une régularisation sur la réalité des prélèvements, donc des salaires que vous avez pris. Et là également, ça veut dire qu'il peut y avoir un impact qui est très fort en termes de régularisation. Ces différents exemples, tout ça pour vous dire que cette notion de BFR, c'est un élément qui est extrêmement important à appréhender et en fait à positionner dans chaque business, dans chacun de vos business, parce qu'évidemment, chaque business est différent, mais ayez en tête que la trésorerie que vous avez à un instant donné n'est pas nécessairement la trésorerie que vous allez avoir à J+1, J+2 ou M+1 parce qu'il y a des décalages de trésorerie qui sont importants. Alors après, je délaye un peu là sur l'histoire du BFR. Je dis, c'est important de connaître vos pratiques dans votre activité. En effet, je donne juste un exemple, là, par exemple mon exemple. Moi, je sais que dans ma profession d'expert comptable, alors, a priori, il n'y a aucun d'entre vous qui est expert comptable, mais je sais que les délais de règlement sont plutôt assez longs. Entre le moment où vous facturez votre client et vous êtes payé, systématiquement, il y a plutôt 3 mois de décalage. Bon. Si vous êtes plutôt dans l'e-commerce, logiquement, sauf à ce que vous fassiez des modalités de paiement qui sont un peu différées, vous allez encaisser plutôt rapidement vos créances clients. Sachez que si vous bossez par exemple avec des grands comptes, il y a de fortes chances, même si au démarrage ça se passe plutôt bien, vous avez des délais de paiement qui sont toujours un peu plus longs. Donc ça veut dire que sur chaque élément que vous allez mettre dans votre prévisionnel, comme vous allez budgéter un peu vos dépenses et vos encaissements, ayez en tête c'est quoi les spécificités un peu de mon business, éventuellement de mon secteur d'activité, et intégrer ces éléments-là pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour ne pas découvrir à un moment, j'avais oublié cet élément-là et ça peut me pénaliser. Après, juste pour reformuler un peu, mais évidemment, quand vous essayez de gérer votre BFR, la meilleure pratique, c'est évidemment essayer d'encaisser le plus rapidement possible vos créances clients. Et ça, là-dessus, ça veut dire que
plusieurs éléments. Ça veut dire il faut facturer évidemment à temps. Donc, quand vous faites votre prestation, vous vendez, évidemment, facturer. Malheureusement, il y a des fois des porteurs de projets qui, en fait, vous êtes tellement pris par le business, le développement de votre business, vous oubliez des fois un peu de facturer. Donc, ça, c'est un premier élément. N'hésitez pas à relancer. Il n'y a rien de honteux à relancer et je dirais que c'est logique. Hein. Et aujourd'hui, il y a, enfin, Valentin pourra vous en parler, mais il y a pas mal d'outils et dont Penny Lane qui permet d'avoir des processus de relance qui sont un peu automatisés. Alors, quand vous êtes en e-commerce, c'est un peu différent, mais en tout cas, qui permettent de dire, OK, j'ai envoyé ma facture, l'échéance arrive dans 15 jours, oyez, pensez à moi. Et puis l'échéance est passée, repensez à moi. Donc, vous pouvez automatiser ces processus-là et une fois encore, c'est plutôt respectueux et respectable de dire, moi, j'ai besoin de ma trésorerie pour vivre et c'est rare quand même d'avoir des interlocuteurs qui vont refuser d'accélérer un paiement si vous en avez besoin. Et puis le deuxième élément, alors c'est moins smart, mais ça peut être de temps en temps jouer un peu avec vos fournisseurs. Si par hasard vous avez des commandes fournisseurs et que vous êtes un peu juste en termes de trésorerie, là aussi, c'est pas interdit d'expliquer à un fournisseur qui est peut-être plus gros que vous, écoutez, je suis un peu tendu en termes de trésorerie, j'ai bien en tête que je vous dois ce montant-là, mais pour autant, je vous demande de 15 jours de plus ou 3 semaines de plus. Enfin, c'est pas interdit, vous n'allez pas aller en prison, vous n'allez pas avoir de pénalité ou d'amende si par hasard vous décalez un délai de paiement. Et plus vous communiquez avec manière avec vos fournisseurs, plus en fait ça permet d'avoir des relations qui sont fluides et d'avoir une relation qui va se construire dans la durée et qui permet de jouer de temps en temps sur des délais de paiement. Donc ça, c'était le premier flux de trésorerie, l'exploitation, qui est un élément important. Le deuxième élément, c'est évidemment, c'est une partie investissement. Il peut se trouver, vous pouvez vous retrouver dans des situations où pour lancer votre business ou pour accélérer la croissance de votre business, vous devez investir. Alors, il peut y avoir différents types d'investissements. Ça peut être des investissements qui sont très classiques, qu'on appelle de l'immobilisation. Donc, ça peut, j'ai besoin d'avoir une voiture pour circuler, j'ai besoin d'avoir une voiture, donc je vais investir. Si je suis plutôt dans le domaine industriel, j'ai peut-être besoin d'acheter une machine, ça va coûter un peu d'argent et ça, il faut que j'investisse là-dedans. Je suis sur un site e-commerce, potentiellement, avant de commencer à vendre, peut-être que je vais investir dans des devs et donc là, c'est aussi de l'investissement, alors de l'investissement humain, mais c'est de l'investissement, j'ai besoin de créer mon site et ça va me coûter de l'argent. Et ça, évidemment, c'est peu probable qu'en lancement, votre activité, votre business que vous allez faire permette de financer cet investissement. Donc ça veut dire qu'il faut, être capable de identifier le niveau de ces investissements. Et puis deux, c'est le pendant, évidemment, ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir financer ces investissements. Et donc là, quand on parle de financement, c'est quoi? C'est évidemment le cash que vous pouvez mettre vous à titre personnel. Donc, c'est quand vous créez votre entreprise, vous devez mettre un capital social. Ça peut être ce qu'on appelle du compte courant. Alors, c'est un terme technique, mais c'est vous apportez en tant que porteur de projet de l'argent pour faire fonctionner votre entreprise. Et puis après, il y a plein d'autres champs, évidemment. Ça peut être du financement classique, du financement bancaire. Ça peut être, si vous êtes plutôt en mode start-up ou un peu start-up, ça peut être évidemment des levées de fonds avec ce qu'on appelle du seed, du pré-seed, enfin des VC, etc. Il y a tout un champ en fait de financement, mais là aussi, la question, c'est de dire, est-ce que je sais si mon exploitation va gagner ou perdre de l'argent et avec cette histoire de BFR, est-ce que je vais être en cash positif ou en cash négatif? Et puis, le deuxième élément, c'est est-ce que pour développer mon business, j'ai besoin d'investir. Et une fois que vous avez en fait la quanta un peu de ces deux éléments-là, vous savez s'il faut aller chercher de l'argent, donc si vous trouvez du financement. Et après, là également, ça dépend un peu de votre activité et de votre environnement, mais suivant votre réalité, en fait, vous allez plutôt aller mettre de l'argent en perso, vous allez plutôt peut-être aller chercher de la love money, c'est ce qu'on appelle donc demander à quelques copains, à la famille de vous prêter un peu d'argent, ou plutôt aller sur du financement bancaire classique, ou peut-être aller plutôt sur on appelle du seed, donc vraiment une logique d'augmentation de capital un peu répétée dans un côté startup. Mais là, c'est aussi adapté à votre réalité. Et le dernier point là-dessus, je rajoute, c'est que si par hasard vous êtes en création d'entreprise en ayant été salarié avant, vous savez peut-être qu'il existe des dispositifs de rupture conventionnelle qui vous permettent d'être en fait indemnisé par Pôle emploi. Et ce qu'on dit quand même souvent, c'est qu'aujourd'hui Pôle emploi, c'est quand même peut-être pas le meilleur financeur, mais quasiment le meilleur financeur pour créer son entreprise. Et donc là, je résume un peu. Donc dans le financement, il y a plusieurs types de financement, mais ça, on les a déjà évoqués. Voilà. S'il y en a quelques-uns, alors donc on termine la première partie. Je suis désolé, j'ai dû un peu jargonner. Après, ce sera plus simple, plus rapide.
Je ne sais pas, on peut prendre quelques minutes s'il y a une ou deux questions, avec grand plaisir. Tout à fait. Alors, Valentin, qui s'était présenté au début, se demande quelle est la différence entre résultat comptable et bénéfice. Ah, très belle question. Globalement, entre résultats comptables et bénéfices, il y a surtout, il y a pas grand-chose. En fait, c'est la même notion. En fait, on parle de la même notion. On parle de bénéfice ou de résultat comptable. Alors, ça peut être bénéfice, déficit ou résultat comptable. Donc, en fait, c'est la même notion. J'en rajoute juste une petite couche vraiment pour vous perdre totalement. C'est que dans le résultat, il peut y avoir une notion qu'on appelle des dotations aux amortissements, une notion d'amortissement. Et les amortissements, c'est quelque chose d'horrible et je ne vais pas aller dessus, mais en fait, c'est une charge qu'on appelle une charge calculée. Donc, ça veut dire que ça ne génère pas de décaissement l'année donnée, ça génère simplement un décaissement quand vous achetez le bien. Mais voilà. Bon. Mais en tout cas, pour répondre à la question de Valentin, c'est la même notion. Déficit, bénéfice et résultat, c'est la même chose. Ok, top. Merci pour ta réponse. On va prendre la question de Nicolas, du coup, qui a été très actif dans le chat et qui demande est-ce que l'achat de stock peut faire partie des investissements quand tu parlais de financement sur tes slides? Oui, complètement. Ouais. Globalement, en fait, quand vous avez des financeurs, quand vous allez chercher des financeurs, et quels qu'ils soient, en fait, la notion qu'ils vont regarder, c'est si je te prête de l'argent, donc si je prête de l'argent à Nicolas pour acheter son stock, si par hasard il se plante, ils ont des fois ils envisagent un peu le pire, s'il se plante, est-ce que éventuellement je peux récupérer l'actif qui a été acheté avec ce financement, et donc est-ce que en fait je vais pouvoir entre parenthèses me refaire et donc pas limiter ma perte. Donc typiquement un stock, c'est quelque chose qui peut rentrer dans cette logique-là, c'est-à-dire j'ai besoin de 50 000 euros de stock ou 100 000 euros de stock, je vais aller chercher du financement en face, et si par hasard l'entreprise capote, ce stock-là, en fait, je vais pouvoir le récupérer, le vendre et donc limiter ma perte. Donc oui, ça rentre dedans. Et suivant la typologie de business, on a aussi on appelle ça du financement de campagne, suivant l'activité des activités qui sont un peu saisonnières, avec une saisonnalité. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des stocks de campagne et donc des financements qui sont spécifiques. Ok, merci pour ta réponse, c'est très clair. Je pense, avant de te laisser poursuivre, on va prendre la question d'Anna qui était intéressante, surtout que là, tu évoquais la saisonnalité. Quand elle connaît des périodes de forte croissance, elle te demandait, je résume votre paragraphe, Anna, comment estimer son besoin en fonds de roulement? Comment estimer ton besoin en fonds de roulement? En fait, il faut souvent le prendre de façon le plus négative possible, et en fait, il faut le calculer par rapport à ton délai d'encaissement moyen. Donc, ça veut dire que si entre le moment où tu factures et le moment où tu encaisses, tu as, je sais pas, 2-3 mois, en fait, il faut que tu calcules 3 mois de chiffre d'affaires et à la limite ton plus haut chiffre d'affaires. Et donc là, tu auras ta vision la plus négative de ton besoin de cash. Super, merci pour tes réponses. Alors, passons sur les quelques tips. Il faut que j'accélère peut-être un peu autrement. Alors, je vais enfoncer des fois un peu des portes, des portes ouvertes, ouais, c'est ça l'expression. Donc, premier tip, ce que je dis, c'est construire un prévisionnel, parce que vous pouvez avoir évidemment une idée de business, et c'est a priori vous êtes tous là, donc vous l'avez déjà eu, vous êtes en train de l'avoir. Mais n'hésitez pas, ça peut être un prévisionnel qui est très simple, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, mais vous prenez même un bout de papier ou un Excel, de mettre voilà, qu'est-ce que vous estimez pouvoir vendre, comment vous allez le vendre, de quelle façon, donc quels sont les besoins que vous allez avoir, quelles sont les ressources que vous allez avoir, et poser quelques chiffres pour savoir si en fait ça tient la route, si ça tient pas la route. Et une fois encore, en reprenant un peu le découpage que je vous ai dit, l'exploitation, financement, investissement, financement, ça permet quand même des fois juste de se rendre compte qu'en fait ça va être peut-être un petit peu compliqué, ou à l'inverse, c'est peut-être trop positif, et là ça permet de se poser des questions. Mais prenez le temps, alors même avant d'aller voir un comptable, hein, mais de poser un prévisionnel, ça permet vraiment d'avoir toujours prendre du recul en fait. Chaque fois que vous écrivez quelque chose, en fait, vous prenez du recul, donc ça c'est intéressant. Deuxième élément aussi sur lequel je vous invite en tout cas, à réfléchir et à tester, c'est se faire challenger. Parce que on est plus comme ça, mais chaque fois qu'on partage une réflexion, un élément, un document, obligatoirement, vous allez avoir des retours qui sont intéressants, qui vont faire évoluer votre position. Et donc ça, c'est une certitude. Et le deuxième remarque que j'ai là-dessus, c'est de dire, vous pouvez avoir le réflexe, et je pense que c'est un mauvais réflexe, de dire, voilà, attends, moi je partage pas mon idée parce qu'en fait c'est une idée tellement brillante que
Si je la partage à quelqu'un, je vais me la faire piquer. Globalement, alors pour accompagner quand même pas mal de porteurs de projets et pas mal dans l'écosystème un peu startup, les meilleurs sur l'écosystème startup, en fait, c'est des gens qui partagent, qui challengent leur idée tout le temps. Et en fait, la force d'une idée, c'est pas tant l'idée en elle-même, c'est surtout l'exécution du projet. Donc, vous pouvez avoir une idée très brillante, mais si vous êtes nul dans l'exécution, il ne se passera pas grand-chose. Et même une idée qui est moyenne, en fait, plus vous allez la travailler, la faire avancer, la faire réfléchir avec des gens qui sont déjà dans votre métier, dans votre business, plus vous allez, vous serez meilleur, vous serez pertinent. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire challenger et même à des concurrents, parce qu'en fait, c'est pas. Moi, j'ai rarement vu des personnes en fait qui se sont fait piquer leur idée, et s'ils sont compliqués, c'est qu'à ce moment-là, ils sont pas assez rapides dans l'exécution, et c'est d'une certaine façon, c'est eux qui sont le mauvais. Et dernier exemple là-dessus, alors je ne sais plus la formule, mais c'est des Américains qui disent ça, c'est aussi sur le développement de produits. Quand vous développez une plateforme ou un service, souvent en fait le risque et le réflexe en fait du dirigeant, c'est de dire oh là là, attends, mon produit est pas parfait, donc surtout je le mets pas en ligne parce qu'autrement je vais avoir des mauvais avis, etc. Et souvent on dit bah, si vous, enfin, le jour où vous mettrez en ligne votre produit, enfin, vous mettez en prod votre service, votre plateforme, si elle est parfaite, en fait c'est que c'est trop tard. C'est que déjà vous l'avez mis de façon bien trop tardive en ligne. Donc n'hésitez vraiment pas à avoir cette logique de vous faire challenger. C'est vous irez plus vite et vous progresserez plus vite. Là aussi, je pense que c'est une faute, mais pas tant que ça. C'est quand même une bonne idée de tenir sa comptabilité et de la tenir de façon un peu régulière, un peu périodique. Pourquoi? Parce que ça évite, en fait, évidemment, c'est un outil de pilotage. Enfin, la compta est un outil de pilotage et vous le verrez avec Valentin, c'est assez facile. Et deuxièmement, la compta aujourd'hui, on a nous envie, et la majorité de la profession comme ça, c'est de dire il faut que la compta, les données comptables soient des outils de pilotage pour vous. Donc, on a envie de passer plutôt dans une relation entre client et expert comptable, enfin entrepreneur et expert comptable, de dire on a envie de vous donner des tips, on a envie de faire parler votre comptabilité, et on a surtout envie de sortir d'une relation où le comptable pour vous c'est juste la personne qui va vous demander la facture d'essence, la facture de téléphone. Enfin, aujourd'hui, ce métier-là, il existe de moins en moins, notamment grâce à des outils comme Pennyline. Donc, plus vous tenez régulièrement à jour votre compta, moins ce sera douloureux et plus vos échanges seront intéressants avec votre conseil et plus vous aurez des outils de pilotage et vous maîtriserez votre comptabilité. Donc l'idée, alors ça n'existe pas, mais il y a encore quand même quelques-uns qui le font, d'arriver une fois par an, voir votre comptable avec une boîte à chaussures et plein de documents, c'est franchement pas la meilleure idée. C'est franchement pas la meilleure idée. Après, c'est utiliser les bons outils. On le parlait pour la gestion du cash, mais il y a d'autres outils. Globalement, c'est quand même très facile aujourd'hui quand vous créez une boîte de trouver quelques outils qui vont vous permettre d'être efficace, donc de gagner du temps et de faire gagner du temps à vos partenaires. Et ça, ayez aussi le réflexe de dire, OK, dans mon business, de quoi je peux avoir besoin, regardez sur Internet, faites quelques recherches, discutez avec d'autres entrepreneurs ou d'autres copains qui font peut-être ça, et vous allez trouver quelques outils qui vont, je pense, vraiment vous faire gagner du temps et donc vous permettre d'être focus en fait sur vos enjeux, qui est souvent développer votre business, aller faire grandir votre entreprise, gérer peut-être la structuration de votre boîte, mais en tout cas, soyez focus sur là où il y a de la valeur ajoutée pour vous. L'autre élément, c'est, alors on revient un peu sur les notions, mais c'est anticiper. Évidemment, si vous tenez à peu près à jour votre compta, vous avez des outils qui permettent de gérer le cash et donc vous allez pouvoir anticiper. Vous allez pouvoir vous dire, OK, je sais que dans 3 mois, par exemple, la TVA, je ne l'ai pas payée, je vais devoir la payer. Donc, comment je fais pour être sûr de pouvoir passer dans 3 mois cette histoire de TVA? Et si vous avez le bon outil, le bon outil, vous allez avoir cette vision-là. Si vous ne l'avez pas, vous allez être en stress et potentiellement en difficulté. Et d'expérience, pour côtoyer quand même pas mal d'entrepreneurs, quand on maîtrise son cash, en fait, on a une forme de sérénité qui est quand même plus agréable. On dit, OK, ça, ce sujet-là, je le maîtrise. Donc, j'ai peut-être d'autres enjeux, j'ai peut-être d'autres difficultés, mais en tout cas, là-dessus, je suis plutôt bon. Donc, il faut anticiper. Autre élément aussi, c'est négocier. On a trop tendance, en tout cas, je considère, moi, à avoir des primo-entrepreneurs, des entrepreneurs qui disent, voilà, je vais prendre une prestation, je vais aller chercher un fournisseur, il me dit ça coûte 100, et OK, je prends le 100 pour argent comptant. N'hésitez pas à challenger certains fournisseurs, n'hésitez pas à négocier, c'est plutôt bien vu et ça permet de gratter un peu, donc
Et c'est même, il faut le rater avec Penny Lane ou avec votre expert comptable, ça marche aussi. Mais pas trop. Autre élément aussi, évidemment, mais il faut le faire, c'est facturer et encaisser. Moi, alors, si vous êtes en e-commerce, évidemment, là, c'est un autre enjeu, mais il y a d'autres business où c'est un peu moins. Moi, j'ai quelques clients, par exemple, ils lancent leur activité, vous voyez 2-3 mois après, ils vous disent alors ça se passe comment? Ils me disent ah, ça se passe super bien, mais en trésor, ça va pas. Ouais, mais pourquoi ça va pas? Et en fait, au bout de 5 minutes, il dit ah ouais, j'ai oublié de facturer. Ah bah oui. Bon. C'est évidemment, c'est un peu une caricature, mais pas tant que ça, quoi. Et une fois encore, si vous avez des process qui sont à peu près bien foutus, un outil qui est bien foutu, vous allez en fait, l'étape facturation, ce sera pas une douleur parce que peut-être vous aurez un CRM, vous aurez dans votre Pipedrive un machin qui permettra d'alimenter votre facturation et donc d'être rapide sur la facturation et ce sera pas une douleur. Autre élément que je mets, et n'y voyez aucune connotation sexiste, c'est draguer votre banquier. On a trop tendance à voir son banquier comme je suis en lancement de mon activité, donc je vais voir mon banquier pour qu'il me prête un peu d'argent. Après, je le vois plus ou quasiment plus. Et puis, si à un moment j'ai une difficulté ou un gros investissement, je vais aller le revoir comme si je l'avais vu hier et lui dire ah ça va. Globalement, les banquiers, même s'ils ont plein de défauts, ça reste des personnes qui aiment bien quand même le contact. Et en fait, si vous prenez le temps, peut-être une fois par trimestre, juste de lui passer un petit coup de fil, un petit mail en disant voilà où j'en suis, c'est un peu difficile, c'est pas difficile, mais d'être assez transparent, c'est plutôt bien vu. Et objectivement, c'est comme en fait, si certains d'entre vous ont fait des levées de fonds ou des pré-levées de fonds, quand vous êtes dans ces processus-là, en fait, vous voyez des investisseurs et en fait, vous allez les voir régulièrement. Peut-être qu'à un moment, ce sera pas le bon moment parce que votre projet les intéressera pas ou même vous ne serez pas au bon stade de maturité. Mais pour autant, si vous conservez une relation avec ces gens-là, le jour où vraiment ce sera le bon momentum, eh ben, ça se fera facilement. Avec des banquiers, c'est la même chose. Et n'oubliez pas surtout que les banquiers, ils ont accès à mécaniquement, ils ont accès à vos comptes. Donc, en fait, ils savent assez bien ce qui se passe dans votre entreprise et c'est compliqué de les pipoter sur l'état de votre entreprise. Et puis, dernier élément qui sort peut-être un peu du cash, mais pas tant que ça, c'est savoir dire non. Quand on est en démarrage de business, on a tendance un peu à dire oui à tout et n'importe quoi. Alors, à la fois dire oui, des fois, à des clients à lesquels on devrait dire non. Et je prends souvent l'exemple, et j'ai rien contre les grands groupes, mais parfois, vous avez des discussions qui sont très longues sur dire ah j'ai peut-être réussir à vendre une énorme quantité à tel gros compte et ça va être génial, etc. Alors qu'à côté vous auriez peut-être pu vendre 10 fois, enfin le même volume à 10 petits clients et ça aurait été plus rapide, moins de risques, moins d'enjeux, etc. Bon, il faut se poser des questions là-dessus. Et l'autre sujet aussi, c'est savoir dire non à tout ce qui est non focus. On a tous été comme ça, ou on l'est tous déjà un petit peu. Quand vous commencez à créer votre boîte, vous allez rencontrer plein de personnes et vous pouvez des fois être sollicité sur plein de sujets qui sont très périphériques à votre business. Et si vous vous reposez des fois la question de dire, mais en fait, OK, si je vais à cet événement-là, si je vais rencontrer telle personne, est-ce que vraiment ça participe au KPI, à l'objectif que j'ai de dire, en fait, à 6 mois, je veux avoir ça comme objectif en termes de chiffre d'affaires, de développement, enfin, peu importe. Donc, ça veut dire, prenez le temps de définir en fait des KPI, des objectifs et des fois dire en fait non. Et je dirais qu'une fois encore, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de blessant de dire en fait c'est pas le bon moment pour moi. C'est hyper intéressant, mais c'est pas le bon moment. Ou merci de m'avoir sollicité, mais en fait vous êtes trop gros pour moi, vous êtes trop petit. Enfin, c'est facile. Tant que vous expliquez, tant que vous discutez, en fait, c'est rare que les gens se braquent pour quand vous leur dites non. Vous leur dites non, pardon. Voilà. Et c'est tout. Voilà les tips que j'avais à vous partager. Super, merci beaucoup pour cette partie. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a quelques questions dans le chat qu'on va prendre, même si on gardera les cas particuliers à la fin. Celui de Bassin est super intéressant. Donc, il nous dit, par exemple, qu'il a 62 ans et qu'il est très attaché à ses registres papier. Et il demande s'il y a des formations en ligne pour se former à l'expertise comptable, entre parenthèses, je ne veux pas devenir expert comptable. Je pense pour se former largement à la gestion de trésorerie. Alors, il y a pas mal de formations, ça c'est certain, et surtout, il y a pas mal d'outils. Alors, je ne suis pas intéressé par Penny Lane, hein, je n'ai pas d'action dans Penny Lane, mais objectivement, si à un moment vous vous connectez, vous testez juste un outil comme Penny Lane, en fait, c'est des plateformes qui vont vous proposer très rapidement déjà d'avoir une assistance
téléphoniques, donc des gens qui vont vous appeler, qui vont vous expliquer un peu comment ça fonctionne, et après qui vont vous proposer une multitude de petits webinaires qui vont durer à peu près une demi-heure, sur lequel il y a plein d'aspects qui sont vraiment détaillés, expliqués, et qui vous permettent en fait de devenir, alors évidemment pas comptable ou expert comptable, c'est pas l'enjeu, mais en tout cas de pouvoir connecter, déposer les bonnes pièces et en fait réussir à tenir votre comptabilité ou à tenir un bout de comptabilité de façon très très simple. Et donc, je pense qu'il faut surtout pas rentrer dans des logiques de dire, attends, alors un débit c'est quoi, un crédit, enfin la technicité comptable on s'en fout en fait. Là c'est de dire, voilà, je sais que j'ai des outils qui, si je dépose mes pièces dans une Dropbox, dans un Google Drive, je ne sais où, il y a 9 chances sur 10 qu'on va aller les attraper. Il y a 9 chances sur 10 que si vous ouvrez votre compte bancaire à certaines plateformes, ils vont attraper tous les flux et ça va être facile. Donc aujourd'hui, c'est assez simple. Donc, pour moi, la réponse n'est pas tant de la formation comptable, c'est plus de la sensibilisation à comment peut fonctionner un outil et comment en fait vous pouvez connecter un Google Drive, un Dropbox, je sais pas quoi, pour que ça fonctionne en fait. Ok, très clair. Avant de laisser Valentin poursuivre sur Penny Lane, on va juste prendre la question de Nadine qui vous demande un petit tips. Si elle a des clients qui payent leurs factures en retard en B2B, donc des plus grosses factures, est-ce que vous conseillez le courrier recommandé? Parce que c'est assez fastidieux. Alors, objectivement, je pense que ça sert pas à grand-chose. Je pense que ça sert pas à grand-chose. Non, je pense que le meilleur tips pour moi, c'est surtout avoir des relations. En fait, si vous, enfin, sur des B2B qui est un peu gros, en fait, normalement, ils ont une compta fournisseur derrière qui est un peu étoffé. Et en fait, le meilleur moyen, le meilleur tips que je donnerais, c'est surtout appeler la compta fournisseur. Appeler la compta fournisseur pour leur dire, voilà, je suis, je suis Nadine, voilà mon business, j'ai un petit business, c'est compliqué pour moi, merci de me payer. Enfin, je pense que c'est les éléments-là qui permettent d'accélérer en fait des processus, et ayez bien en tête que souvent, ça peut être aussi vous en fait qui n'avez pas compris leur processus et qui fait que vous vous retrouvez dans des délais qui sont un peu longs. Juste pour illustrer, et Laura, je pense, pourrait illustrer aussi, mais typiquement des groupes, par exemple, comme Amazon, ils ont souvent des niveaux de validation à l'intérieur du groupe, et ça veut dire qu'une dépense qui est engagée, si elle n'est pas validée, enfin ce qu'on appelle un PO dans le jargon, s'il n'y a pas le PO du N+1 ou N+2, en fait, elle ne peut pas être mise en paiement. Et parfois, en fait, vous adressez votre facture, vous n'avez pas le PO, et en fait, à la compta fournisseur, donc la personne qui va enclencher le paiement, elle dit juste, moi, ok, j'ai la facture, mais j'ai pas mon truc en interne pour moi. Et puis elle s'arrête là. Et c'est pas elle qui va vous contacter pour dire, attendez, il manque ce truc-là, donc je peux pas vous payer. Donc comprenez bien comment il fonctionne et n'hésitez pas à appeler. Je pense pas, moi je crois pas mal en la relation humaine. C'est plus vous appelez, plus vous comprenez leurs problématiques, plus vous allez répondre et donc vous aurez plus de chances de payer rapidement. Mais le recommander, Super. ouais, non, je crois pas beaucoup. C'est comme et après je me tais, mais il y a une loi qui s'appelle la LME qui normalement encadre les durées de paiement, réglementairement, qui dit vous ne pouvez pas payer plus de 45 jours, mais en fait, vous n'allez pas attaquer SFR ou un grand compte parce qu'ils sont au-delà. Ok, j'avais dit que c'était la dernière question avant de te laisser poursuivre Valentin, mais Nicolas a posé cette question au début quand tu partageais tes tips, Benoît. Et Oui. quand tu disais qu'il fallait partager son idée, il a dit peut-on partager même avec ses concurrents, en fait. Ouais, surtout avec ses concurrents même. Hein. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont les meilleurs retours en fait. C'est eux qui ont les meilleurs retours. Et une fois encore, quand vous jouez comme ça veut dire que vous êtes sûr de votre idée. Vous pensez que vous avez une capacité à exécuter bien votre idée et en fait, ils n'iront pas vous piquer ils piqueront jamais l'idée parce qu'en fait, obligatoirement, ce que vous allez partager, c'est une petite partie de ce que vous avez en tête et donc oui, évidemment. Ouais. Ok, top. Je te laisse continuer du coup, promis, là, Valentin. Pas de souci. Benoît, tu gardes la main sur les slides? Je Ça peux. te va? Ouais, parfait. Très bien. Je passe. Ouais. Donc pour faire très très simple, pour ceux qui ne connaissent pas Penny Lane, on édite en fait un logiciel de pilotage financier et de comptabilité qui va être à destination à la fois des dirigeants d'entreprise, donc pour piloter leur business plus simplement, plus efficacement, et pour reprendre un petit peu ce que disait Benoît tout à l'heure, pouvoir en fait automatiser toutes les tâches qui sont bien chronophages, qui ont une valeur ajoutée faible, et se concentrer sur faire grossir son business, avancer, se concentrer en tout cas sur les tâches qui ont de la valeur pour la boîte.
Première typologie d'utilisateurs. Et la deuxième, ce sont les experts comptables, les cabinets d'expertise comptable, comme Benoît et Yellow-Dit, qui vont se servir de Penny Lane pour collaborer plus efficacement avec leurs clients, donc les entrepreneurs, et pouvoir aussi leur apporter de la valeur, en fait, leur partager la compta, leur mettre à disposition, en fait, tous leurs chiffres vraiment au fil de l'eau, ce qui permet de prendre les bonnes décisions sur de la donnée qui est à jour. Et puis, pour exagérer, alors toi, je sais, Benoît, que tu fonctionnes pas comme ça, mais pour éviter aux entrepreneurs de découvrir, entre guillemets, leurs chiffres en fin d'année lorsqu'on clôture les comptes, parce qu'il n'y a rien de pire que de piloter son business au rétroviseur, qui plus est quand on est au début de l'aventure. Donc, l'idée, je trouve que ce schéma, il résume pas mal Penny Lane. Non, c'est pas grave. Je sais pas si tu peux revenir juste une petite slide en avant. Benoît, excusez-moi, c'est de se dire en fait tout simplement que les flux qui sont traités à la fois par le dirigeant et à la fois par le service comptable, alors qu'ils soient externalisés ou internalisés, ils sont portés côté entreprise. En fait, on a des flux financiers, des flux de trésorerie, banque, des flux d'encaissement, on a des justificatifs, factures de vente, factures d'achat, qui vont être traités d'une part pour le pilotage, pour gérer son cash, et puis qui vont être traités aussi par le cabinet, à la fois d'un point de vue, je vais dire, administratif, légal, faire la déclaration de TVA, d'impôt sur les sociétés, tenir la compta, et puis qui vont permettre de boucler cette boucle et puis de redonner de la valeur aux dirigeants. Et donc, le positionnement, et je pense que Benoît, tu partages, c'est de se dire, oui, le comptable, il fait de la compta, mais en fait, c'est une petite partie de son travail. Le gros, ça va être d'apporter du conseil, de l'accompagnement et d'être un peu le copilote de l'entrepreneur. Il va l'aider en fait à relever la tête du guidon. Voilà. Et donc Penny Lane, on est l'outil, le lien en fait entre tout ça. C'est bon? Ouais, très bon. Je vais passer très vite quelques chiffres. Donc Penny Lane, nous, on a été créé en 2020. On est une structure qui est relativement récente. On a un petit peu plus de 250 aujourd'hui, avec une grosse partie de nos effectifs qui sont des populations tech produits en fait, qui travaillent sur le développement de l'outil. On est une toute petite équipe commerciale. Et puis, on travaille aujourd'hui avec quasiment 300 cabines d'expertise comptable et on équipe un petit peu moins de 10 000 entreprises. Voilà. Et Benoît parlait des levées de fonds. Nous, on a fonctionné de cette façon-là. On n'a pas eu de copains, de cousins qui nous ont prêté de l'argent. On n'a pas été voir des banques. On a été voir en fait des fonds d'investissement qui nous ont, entre guillemets, donné de l'argent en échange de parts de la société pour pouvoir investir au départ et aller très vite en fait sur la croissance de la société. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer une toute petite partie de Penny Lane, celle qui va nous intéresser sur la gestion du cash, de la trésorerie, ce qu'on peut faire en fait en quelques minutes pour avoir une bonne visibilité, se projeter et avoir une aide à la prise de décision. Et puis, je vous passerai en très diagonale d'autres fonctionnalités qu'on propose. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez après aller voir sur notre site ce que l'on fait de manière plus globale. On peut proposer des démonstrations personnalisées. En tout cas, là, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur cet aspect pilotage de trésorerie. Alors, si ça te va, Benoît, je vais reprendre la main sur le partage d'écran pour qu'on aille tous ensemble sur la plateforme. Yes. On aura du temps pour vos questions juste après l'intervention sur Penny Lane. Ouais, je vais être très rapide, je vous rassure. Est-ce que vous voyez bien mon écran? De votre côté, c'est tout bon? Ouais, ok, génial. Donc, première chose à faire, en fait, lorsqu'on va débuter sur Penny Lane, ça va être de connecter ces différents flux à la plateforme. Une des forces de l'outil, en fait, c'est de pouvoir s'alimenter automatiquement. Alors, par flux, là, on va parler de la trésorerie. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est principalement les flux bancaires. On va avoir la possibilité de se connecter à n'importe quelle banque française, que ce soit des banques traditionnelles ou des néobanques. On va simplement rentrer son identifiant, son mot de passe une fois. Ça va créer une passerelle entre le compte bancaire et Penny Lane, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui passe sur le compte, elle va venir se reporter sur l'outil pour être traitée. On pourra imaginer aussi connecter des systèmes d'encaissement. Pour les e-commerçants, ça va vous parler. Tout ce qui va être notamment Stripe, on pourra le connecter à la plateforme pour avoir une bonne visibilité dessus et puis communiquer ces données à son expert comptable.
je vais passer aussi rapidement parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on pourra bien sûr récupérer tout ce qui est facture d'achat, facture de vente, si elles sont éditées en dehors de Penny Lane. On propose la possibilité aussi d'éditer des factures de vente, et là, ça va être intéressant notamment dans le cadre de vente en B2B auprès de professionnels, ce qui permettra de débloquer en fait des fonctionnalités de relance automatique des factures. Et on s'aperçoit, pour répondre à la question, j'ai perdu le prénom de la personne qui a posé la question tout à l'heure sur les recommandés, mais on s'aperçoit qu'en fait, rien que le fait de relancer, ne serait-ce que par mail ou par téléphone, permet de débloquer une très grosse partie des situations. Une fois que j'ai connecté mes différents flux, eh bien, je vais pouvoir en fait aller les visualiser. Donc, moi, j'ai connecté 2 comptes bancaires à Penny Lane et donc je vois mes entrées, mes sorties. Je pourrais m'amuser à filtrer en fonction des différents montants, des catégories, si j'ai un justificatif ou non. On voit ici demande comptable. Si mon expert comptable comme Benoît est sur Penny Lane, il pourra en fait collaborer avec moi, me demander des précisions peut-être sur certains types de dépenses ou me demander de charger un justificatif en particulier, et ça dans le but en fait d'éviter de faire ça en fin d'année et d'éviter cette boîte à chaussures, comme tu disais Benoît. Ce que je pourrais faire sur mes transactions, et là ça va être intéressant en termes de pilotage, ça va être la possibilité de catégoriser mes différentes opérations. Typiquement, j'ai une dépense ici et je vais pouvoir appliquer ce que j'appelle un tag. On va me dire que c'est une dépense, par exemple, d'achat de matières premières. Donc, je vais appliquer ce tag à cette transaction. Je pourrais imaginer créer une règle d'automatisation en me disant, dès que j'ai ce tiers, ce fournisseur, automatiquement, je souhaite appliquer ce tag. Je prends un exemple tout bête. Dans le cadre de votre activité, vous avez un abonnement Internet chez SFR, pour reparler d'SFR, pas d'action chez eux non plus. Dès que j'ai en fait un prélèvement SFR, je pourrais appliquer un tag abonnement Internet, par exemple, ou télécommunication. Quand j'ai joué le jeu sur l'intégralité de mes opérations, ça me permettra d'avoir une analyse par catégorie et donc de voir sur mes entrées et mes sorties le poids de chacune de mes catégories au fil des mois et donc de voir leur évolution, ce qui me donne en fait une première visibilité sur mes charges, sur mes recettes et donc de commencer à calculer un premier niveau de rentabilité. Et je vais retrouver par catégorie l'évolution de leur poids mois par mois. Et je pourrais l'exporter sur Excel pour les puristes qui souhaitent pouvoir le retravailler de manière complètement personnalisable. Cette catégorisation, elle va aussi me permettre une deuxième chose qui est de piloter là un petit peu plus finement, c'est-à-dire de pouvoir me mettre en place un plan de trésorerie. Un plan de trésorerie, ça va être un premier niveau de prévisionnel, ce qui va me permettre d'émettre des hypothèses. Donc, d'une part, de suivre en fait l'évolution de ma trésorerie mois par mois, donc combien j'ai de cash sur mon ou mes comptes en banque, d'avoir un récap de mes décaissements, ce qui sort, et de mes encaissements, ce qui rentre, et je pourrais donc créer mon plan de trésorerie et me dire ce qui m'intéresse de suivre, par exemple, ce sont mes revenus, ce sont mes achats de matières premières, ce sont mes frais de déplacement. Je vais en prendre 3 pour le moment. Je peux personnaliser tous ces champs si je le souhaite. Donc là, j'ai mis quelque chose d'assez générique, mais on peut imaginer avoir quelque chose qui réponde exactement à votre activité. Je suis commerçant, je vais peut-être mettre des frais de livraison, des achats de produits, etc., etc. Donc, j'ai mon différent suivi d'objectifs, donc de revenus et de budget, donc sur les dépenses, qui vont venir se mettre à jour au fur et à mesure que je catégorise mes opérations bancaires. Et je peux imaginer, et ça par exemple, Benoît en parlait tout à l'heure, j'ai fait une grosse vente à SFR et je sais qu'SFR, en fait, eux, ils vont me payer dans 3 mois. Donc là, de manière très simple, je pourrais me dire, en juillet, ma vente de 100 000 €, j'ai fait une très belle vente, eh bien, je veux l'impacter sur juillet. Je vais avoir une rentrée de 100 000 € et puis je pourrais aussi projeter des dépenses à venir. Peut-être que au mois de juin, je vais devoir aller à un salon aux États-Unis pour le lancement d'un nouveau produit et ça me coûtera 5 000 €. Donc je pourrais jouer en fait sur ces différents curseurs et ça me permet en fait de voir l'impact
de ses dépenses et de ses recettes directement sur ma trésorerie. Donc de me dire, bah, attention, c'est bien, mais malgré en fait mes 100 000 qui vont rentrer, eh bien je vois qu'avec toutes mes charges, en fait, je suis toujours en perte de vitesse sur ma trésor. Et donc de pouvoir prendre les bonnes décisions, adapter mon business. Penny ne va pas prendre les décisions à votre place. Par contre, c'est de vous donner un socle, une base pour les poser en tant que dirigeant. Et puis, j'aurai sur le côté un petit résumé sur le mois en cours de mes encaissements, donc ce qui rentre, l'évolution par rapport au mois précédent. Donc là, je vois que je suis quand même en très forte croissance. Même chose sur mes décaissements. Je vais avoir un indicateur qui va être intéressant si je suis une startup ou si je suis en lancement d'activité. En anglais, le cash burn, c'est le fait de brûler de l'argent. Dans le cadre où je dépense plus que ce que j'encaisse, je vois mon montant de dépenses mensuel et puis ça me permettra en fait de calculer combien de temps de trésorerie j'ai devant moi à ce rythme de dépenses, combien de temps je tiens. Et donc, éventuellement, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher du financement? Ou alors, est-ce que je m'autofinance parce que je suis rentable dès le début? Et dernière chose qui va nous intéresser sur cette partie de gestion du cash, qui est un suivi de budget, où là, je vais reprendre mes indicateurs que j'ai décidé tout à l'heure avec mes frais de bureau, finances compta, achat de matières premières, et de voir au mois le mois, donc me fixer des objectifs et voir l'atteinte de ces objectifs. Donc, je m'assure que j'ai bien mon objectif de revenu et puis je m'assure aussi sur mes dépenses que je ne viens pas, pardon le terme un peu familier, mais exploser les compteurs et dépenser beaucoup plus que prévu. Et ça va être intéressant, notamment si vous faites du marketing sur des ads. Donc pour bien suivre tout ça et puis s'assurer que le prévisionnel que j'ai créé au lancement eh bien, soit cohérent même 6 mois après d'activité. Est-ce que peut-être qu'on peut faire un petit moment s'il y a des questions sur ça, jusque-là spécifiques? Ouais. Tout à fait. Donc, on a des questions techniques sur Penny Lane de Schener, pardon si j'écorche vos prénoms. Ouais. Il demande pour la partie facturation, comment gérez-vous dans Penny Lane les produits et ou services facturés? Avez-vous une fonctionnalité fiche produit ou un PIM, Product Information Management? Ou bien la partie vente aussi peut-elle être importée pour le multicanal? Ok. Alors, il y a plusieurs, c'est une grande question, merci. Ouais. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, dans le cadre d'une activité d'e-commerce, les ventes, en général, elles sont faites via soit une plateforme type Amazon, soit un CMS, Shopify, PrestaShop, etc. Dans le cas des CMS ou d'Amazon, on va être en fait capable de se connecter au CMS et de récupérer les données de vente automatiquement. Donc, il n'y a rien à faire. Ça permet en fait de faire redescendre les données. Et là, on va plus être sur un intérêt, je dirais, d'ordre comptable et pilotage. Deuxième chose, c'est dans le cadre d'une activité où je vais vendre en B2B, où je vais éditer des factures. Deux possibilités. La première, et là je vais rentrer dans quelque chose d'un peu technique, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a une API en fait qui est une sorte de connecteur qui va permettre d'envoyer des informations à Penny Lane depuis un CRM, depuis un site web et de créer cette facturation, créer le client, créer le produit, créer la facture, l'envoyer. Ou alors je pourrais, et si vous voyez toujours mon écran, le faire très simple en fait, créer à la main une nouvelle facture et bien sûr gérer un catalogue de clients et de produits. Produit, c'est extrêmement simple. Je vous montre juste, on ne va pas en créer un complètement, mais je pourrais importer un catalogue produit ou tout simplement le créer à la main en nommant mon produit, ajoutant une description, le mode de facturation, la devise, le prix hors taxe, le taux de TVA et le prix de vente, tout simplement. J'espère que ça répond à la question. Yes. Alors, pour prendre la question de Nicolas juste après, Oui. l'option qui permet d'anticiper sur les dépenses et achats, quel type d'abonnement cela correspond-il? Enfin, le type d'abonnement qu'il faut, je pense, pour avoir les options que vous évoquiez précédemment. Ouais, alors bon, on pourra en reparler plus en détail. Penny Lane, on propose 3 niveaux d'abonnement. Le premier qui est vraiment une vue très simplifiée, qui est en fait un abonnement d'appel qui permet d'éditer des factures et de gérer ses dépenses. À partir du deuxième, vous pourrez aller voir sur le site, nos tarifs sont publics. Donc à partir de l'abonnement numéro 2, celui du milieu, vous avez toutes ces fonctionnalités. Très clair. Schener a continué avec une autre question technique. Quelles sont les Oui. connexions ERP que vous avez? Avez-vous une connexion avec Evolise ou Axonote?
Alors non, pour une raison relativement simple, c'est qu'on est en grande partie concurrent sur beaucoup de briques de notre activité. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais, mais en tout cas aujourd'hui, on n'a pas de connexion avec Evolys Axonaut. Et de manière générale, le seul ERP avec lequel on a intégré s'appelle Dashdoc et qui est un ERP plutôt spécialisé dans le monde du transport. Les connexions qu'on a vont être des connexions avec la finance, donc banque, système d'encaissement, donc que ce soit les acteurs d'encaissement en ligne type Stripe, GoCardless, des caisses pour les restaurateurs et puis des CMS, des plateformes e-commerce. Super. Alors, pour alterner un peu avant de continuer sur vos questions sur Penny Lane, il y a une question pour Benoît. Benoît, quel est ton avis sur les DAF de proximité, entre parenthèses, directeur administratif financier? Alors, pardon, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Quel est votre avis sur les DAF de proximité? Ah, sur les DAF de proximité. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous attendez par DAF de proximité. Moi, je connais les DAF à temps partagé, c'est peut-être ça? Donc, des personnes qui interviennent, qui ne sont pas salariées chez vous, mais que vous prenez en sous-traitant et qui interviennent une fois par mois, une fois par semaine, enfin, c'est ça? Adrien a C'est ça la répondu question? oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ok. Ah bah, j'en pense du bien, j'en pense vraiment du bien. C'est parce que il y a deux éléments. Alors, du bien et pas du bien, j'aurais dire plutôt donne du mal au début. Alors, sachez que les experts comptables peuvent quand même faire ça un petit peu. On peut le faire de temps en temps. Enfin, moi, je le fais pour quelques-uns de mes clients. Mais plus sérieusement, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des personnes qui, bah, par définition, ne sont pas à 100% chez vous, donc logiquement bossent dans d'autres entreprises qui ont souvent un peu le même degré de maturité. Et donc, vous allez avoir une personne qui va avoir un regard qui est assez large. Et donc, ouais, je pense que c'est vraiment intéressant, quoi. Et accessoirement, en termes de coûts, évidemment, c'est aussi intéressant parce que ça vous évite d'avoir à supporter un salaire à temps plein. Enfin, à temps plein, quoi. Donc oui, non, je trouve que c'est bien. Après, le seul enjeu, c'est est-ce qu'évidemment, humainement, ça passe et est-ce qu'il comprend bien enfin, est-ce qu'il va être à l'écoute de vos demandes, parce que le tout petit biais qu'on peut avoir sur ces personnes-là, on bosse avec quelques-unes sur Nantes, c'est ils ont tendance à mettre un peu en place à chaque fois un peu la même façon de bosser, les mêmes outils. Donc il faut juste avoir de la souplesse et être sûr qu'il va bien intégrer vos spécificités ou vos besoins. Très clair. Merci pour ta réponse, Benoît. On va continuer avec les questions pour Valentin. Donc, question de Mehdi, qui est basé en Belgique, mais qui a beaucoup de flux de trésorerie en France. Est-ce qu'il peut utiliser Penny Lane, en fait, en tant qu'entrepreneur? Alors, pour l'instant, non. Bientôt, oui. Pour l'instant, on est limité aux entreprises françaises et monégasques pour des raisons, je dirais, techniques. Mais ça fait partie des choses qui vont bouger dans les quelques mois qui viennent. Ok, très clair. On arrive Très donc à clairement, en la fait, fin il du faut un webinaire. sirène français pour créer un compte sur Penny Lane. Voilà. Sirène français. Ok. Donc, gardez ça en tête. Et je vois que vous avez beaucoup d'autres questions. D'ailleurs, Claire, tout sera disponible en replay, ne t'inquiète pas. Pour les questions plus particulières, je vais vous mettre le lien directement de Penny Lane dans le chat. Vous pourrez cliquer, vous pourrez même contacter directement, si vous voulez, une démo, nos partenaires. Donc, je vous mets tout ça dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été aussi actif. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de questions. Si vous voulez plus en fait de documents, Penny Lane nous ont aussi fourni un livre blanc pour les e-commerçants surtout. Donc, ce sera le deuxième lien qui sera disponible dans le chat. Ça va conclure ce webinaire. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, il y a une enquête de satisfaction qui va vous être envoyée par mail directement à la fin. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations pour les prochains webinaires ou si vous avez des axes d'amélioration à nous suggérer. On a été ravis d'avoir Penny Lane et Yellowdit qui se sont déplacés pour vous donner des conseils et répondre à toutes vos questions. Je vais leur laisser le mot de la fin pour conclure. Moi, en deux mots, merci. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, merci à ceux qui sont restés, qui ont posé des questions, qui ont écouté, et puis à votre disposition si besoin. Eh ben, la même. Non, merci beaucoup d'être là. C'était un plaisir. Et puis, Benoît et moi sommes disponibles si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez approfondir. Ce sera avec grand plaisir de notre côté. Super. Merci à tous. À bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt.